niveau de violence qui est tout à fait impressionnant. Non, non, Bon, eh ben, écoutez, je pense bon. qu'on va tranquillement commencer, même si on a déjà eu quelques petites discussions actuellement. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne parlent pas, essayez de mettre vos micros en muet directement. Et du coup, on a plusieurs camarades qui sont sur YouTube et directement sur Zoom. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et merci. Ah, attendez, il faut juste que je contrôle un truc pour voir si c'est tout. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, camarades, sympathisants ou simples curieux, merci d'être là ce soir avec nous pendant ce cycle de formation organisé par Solidarité et la jeunesse solidaire, donc la jeunesse de Solidarité Genève. On a la chance ce soir d'accueillir Patrick Lemoyle, donc membre du NPA et qui fait aussi partie de la commission de formation au sein de cette organisation. Un grand merci à toi, camarade, d'être présent avec nous ce soir pour nous partager tes connaissances et ton expérience. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler et on va s'intéresser à la pensée d'un grand camarade intellectuel français, donc Daniel Ben Saïd. Et avant de donner la parole directement à Patrick, je me permets de vous faire un bref résumé de la trajectoire militante et intellectuelle de Ben Saïd. Ben Saïd, il est né en 1946 à Toulouse et il a commencé à militer très tôt, notamment en rejoignant la jeunesse communiste et étant l'un des grands animateurs de mai 68. Et il fera partie, l'une des rares personnes à garder et rester fidèle à son grand engagement révolutionnaire en comparaison à d'autres personnes très populaires à l'époque, et on n'aura même pas besoin de citer leur nom. Des noms. Voilà, exactement, on ne citera pas de nom. Il fut professeur de philosophie à Paris, mais il fut particulièrement fondateur de nombreuses organisations comme de la jeunesse communiste révolutionnaire en 1966, de la Ligue communiste qui deviendra par la suite et qui sera plus connue sous le nom des Ligues communistes révolutionnaires en 69, mais aussi du NPA beaucoup plus récemment. Donc, il faut bien dire que Ben Saïd, il est disparu en janvier 2010 à la suite d'une longue maladie, d'une longue maladie, laissant derrière lui un travail militant et d'un travail militant et intellectuel dantesque, tout simplement. C'est justement ce travail et cet héritage intellectuel qu'on va s'intéresser et regarder ce soir ensemble. En effet, sa pensée, son analyse sur la lutte révolutionnaire que nous menons toutes et tous, elle reste incroyablement pertinente encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, toute sa vie, Ben Saïd, il a eu une méthode analytique marxiste qui était l'étude des expériences du passé avec l'objectif d'en extraire les leçons pertinentes de la lutte du présent. Pour lui, l'engagement révolutionnaire, ça devait aller de pair avec un effort de reconstruction intellectuelle d'une pensée politique et stratégique d'ensemble. Donc, vous pouvez le comprendre que Ben Saïd, c'est concrètement un homme d'action. Mais plus particulièrement, c'est un homme d'action qu'on pourrait dire de collectif. En effet, le travail intellectuel de Ben Saïd a revêtu au fil de ses nombreux livres et de ses nombreux ouvrages une forte dimension collective. On retrouve dans sa pensée une véritable pensée, une pensée politique, enfin une véritable pensée et une idée d'agir et de penser comme collectif. À titre personnel, je suis extrêmement content et je trouve ça formidable que ce soir on s'intéresse à la pensée de Ben Saïd. Et c'est pour là que je suis très heureux qu'on puisse vous proposer cette formation avec Solidarité, parce qu'il y a une véritable volonté dans la pensée de Ben Saïd de passer à une contre-attaque face au pessimisme révolutionnaire et de vouloir reconstruire une pensée stratégique pour mener à une véritable révolution qui renversera le capitalisme moderne. Une stratégie politique qui porte en elle l'idée de ne pas abandonner la perspective politique de la lutte révolutionnaire. En effet, la politique Ben Saïdienne, on pourrait dire, implique d'intervenir d'une part dans le social, c'est-à-dire dans la rue, dans l'espace public, donc concrètement là où il y a les gens, et dans la politique institutionnelle. Puisque ces deux sphères, selon Ben Saïd, fonctionnent et sont reliées par des mécanismes très complexes, et les deux fonctionnent de pair. Et en aucun cas, il y a une volonté de laisser cet espace politique soit au capitalisme, soit aux conservateurs rétrogrades. Aucun de ces deux espaces politiques ne doivent être laissés à ces gens.
Donc, pour résumer, en fait, cet héritage intellectuel révolutionnaire est essentiel à comprendre aujourd'hui, et notamment pour les organisations de jeunesse, d'où on fait partie, nous, la jeunesse solidaire, pour lutter efficacement et de manière stratégique face à ce rouleau compresseur capitaliste qui détruit nos sociétés jour après jour et qui a fait que notre génération est en train de devenir une génération sacrifiée. Certes, il y a beaucoup de choses qui sont passées après sa mort. On peut citer Occupy Wall Street, on peut citer le printemps arabe, on peut citer la montée de Trump aux États-Unis, mais même de manière générale, une montée de l'extrême droite en France et dans différents autres pays européens. Mais il y a un truc, moi, qui me marque, parce que avant de préparer cette formation, j'ai discuté avec un camarade et il m'a dit ceci, il m'a dit, mais toutefois, même si Ben Saïd aurait vu tout ça, il aurait certainement vu dans tous ces événements la plus radicale confirmation de la pertinence et de la justesse de l'engagement militant, particulièrement chez les jeunes. Et on aurait trouvé de nouvelles raisons pour réaffirmer, comme il disait, l'improbable nécessité de révolutionner le monde. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette brève introduction et je passe directement la parole à Patrick pour entrer beaucoup plus dans les détails et avec une plus grande justesse sur la pensée de Ben Saïd. Patrick, je te donne directement la parole. Vas-y. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, je vous ai proposé de réfléchir et de discuter à partir des apports de Daniel sur les questions stratégiques. Pour une raison essentielle, c'est que les questions stratégiques c'est un peu la clé de voûte de toute sa conception de la politique, c'est-à-dire c'est ce qui noue la réflexion, la pensée et l'action militante. Daniel a toujours été un militant, un dirigeant d'organisation. Et pour lui, le marxisme révolutionnaire, c'est l'ensemble de la théorie et de la pratique qui sont tendus vers le but de renverser le pouvoir politique bourgeois, de conquérir le pouvoir et d'édifier une nouvelle société avec un processus de transformation sociale, économique, culturelle, etc. Et c'est cet ensemble théorique et pratique pour la conquête du pouvoir qui définit une stratégie. Alors, comme il le disait lui-même, quand on est petit comme on est dans des situations comme les nôtres, se poser la question de la prise du pouvoir peut apparaître un tantinet ridicule, hein, voire lourd de danger et mégalomaniaque, disait-il. Bon, mais il y a la nécessité de réfléchir à ces questions, elle est liée à autre chose. Elle est liée au fait que quand on renonce à réfléchir à l'idée même de prendre le pouvoir, à la perspective révolutionnaire, à l'idée qu'on a la conviction partagée qu'une révolution est possible dans des pays comme les nôtres, sans ça, on ne peut pas construire une organisation révolutionnaire. On ne peut pas construire une organisation dont l'objectif est de changer la société si on ne pense pas que la société peut être changée. Bon. Et donc, ce qui est décisif pour qu'une organisation ne passe pas son temps à diverger sur tous les débats tactiques, c'est qu'elle y ait, au sein de cette organisation, les grandes lignes d'un accord stratégique. Et ça a été son travail pendant toute sa vie, Daniel. C'est comment on fait que dans l'organisation à laquelle on milite, il y a sur ces questions fondamentales qui apparaissent très éloignées, un accord global qui fait que la tactique n'apparaît que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des choix ponctuels, mais qui sont intégrés à une perspective beaucoup plus globale. Alors, par où commencer ou par où recommencer, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, pour donner à voir l'ampleur de la défaite des espérances d'émancipation du XXe siècle, Daniel avait l'habitude de citer le film de Margaret von Trotta, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Rosa Luxembourg, où le réveillon du 1er janvier 1900 est fêté avec tous les dirigeants de la social-démocratie allemande, Kautsky, Bernstein et Rosa Luxembourg. Et tous ces gens fêtent ce siècle, le 19e, et celui qui ouvre le 20e comme le siècle de la fin de la guerre, des guerres, de la fin de l'exploitation capitaliste, le siècle au cours duquel émergerait une humanité épanouie, le socialisme. Mais c'était
la perspective de tous les militants socialistes de l'époque. Il n'y a pas un militant socialiste à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui pouvait penser qu'il n'y allait pas avoir le socialisme sur la planète au cours de ce 20e siècle. Bon. Et donc, la chute du mur, la désintégration de l'Union soviétique, c'est la fin du court XXe siècle, pour reprendre l'expression de la séquence ouverte par la victoire de la Révolution russe, sur une défaite, le réinvestissement du capitalisme sur l'ensemble de la planète. Si pourris qu'étaient les régimes staliniens, leur chute a modifié les rapports de force mondiaux et sur plusieurs aspects. Un aspect social, c'est qu'aujourd'hui, la classe ouvrière, le prolétariat mondial a énormément gonflé, mais dans des pays dans lesquels il y a pratiquement pas de droit, pas d'organisation et pas de perspective politique. Un aspect idéologique, de même que le capitalisme, l'idée même que le capitalisme puisse être dépassé, qu'on puisse construire une société éco-socialiste, éco-communiste, démocratique, un horizon alternatif, n'a plus d'assises de masse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des millions de personnes qui pensent que ce pourquoi on se bat aujourd'hui, c'est un pas vers une société socialiste émancipée. Et y compris les mobilisations, parce que la lutte de classe continue, et donc les combats existent contre l'exploitation, les injustices, les inégalités, les oppressions, enfin, etc. Ils sont plus structurés autour de ça. Et le troisième point sur lequel il insistait beaucoup et que je trouve qu'on finit par l'oublier, c'est ce qu'il appelait la blessure de l'espérance. C'est-à-dire que face aux atrocités de la colonisation du 19e siècle et du début du 20e, aux horreurs de l'exploitation capitaliste, celle des romans de Dickens, Zola, etc., le mouvement ouvrier naissant, le mouvement socialiste naissant avait en quelque sorte une légitimité morale de créer autre chose que ces horreurs qui existaient. Bon. Le problème, c'est que cette légitimité, elle s'est en grande partie perdue ou dissoute dans le souvenir de ce qu'a été le despotisme bureaucratique. Donc, de ce point de vue, on est quand même dans une situation où on est obligé de prendre en compte ce bouleversement. Et pour travailler sur ce qu'induit ce bouleversement pour nous, le travail sur l'histoire des révolutions au XXe siècle est incontournable, pour comprendre les raisons pour lesquelles on en est là et pour tirer des leçons, pour se tourner vers l'avenir. Bon. Et donc, pour Daniel, la construction de ce qu'il appelait la mémoire stratégique a été l'objectif de toute sa vie, quelles que soient les phases de sa réflexion sur lesquelles je vais donner quelques points de repère, mais c'est la construction d'une boussole par la mémoire stratégique, avec l'idée que les expériences révolutionnaires permettent de déployer le faisceau des possibles enfouis dans chaque conjoncture. C'est-à-dire qu'il y a eu des situations dans lesquelles l'histoire a tourné dans un sens, mais elle aurait pu tourner dans un autre sens. Et nous, quand on analyse une situation, ce que je viens de faire sur la Commune pendant 6 mois, c'est pas seulement voir ce qui s'est passé, mais voir quels étaient les possibles autres et dans les débats, dans les choix, dans tout ce qui s'est passé, comment l'histoire aurait pu être différente. Et nous, on a intérêt à travailler là-dessus, parce que l'histoire, elle n'est pas arrivée comme... Ce qui s'est passé n'était pas la seule hypothèse de ce qui pouvait se passer. Bien. Alors, il y a 3 grandes phases. La première phase, c'est le livre qui s'appelle « La Révolution et le pouvoir », qui est un livre de 1976 qui suit donc la période juste 68, la période qui a suivi 68, en gros, nous étions, parce que j'étais dans cette organisation, on était persuadés que l'histoire nous mordait la nuque et que la révolution était pour demain. Bon. Au bout de quelques années, on s'est aperçu que c'était pas tout à fait ça. Bon. Et quand Daniel écrit « La Révolution ou le pouvoir », il commence à caler une série de notions, de concepts qu'il faut comprendre, enfin, me semble-t-il, il faut essayer de décortiquer un tout petit peu pour comprendre la façon dont on peut les voir aujourd'hui, compte tenu des nouvelles coordonnées de la situation mondiale. Bon. Alors, ce livre est quand même écrit à une période, même si on ne pensait pas que l'histoire nous mordait la nuque, c'était une expression de Daniel, ça, l'histoire nous mord la nuque.
on sortait de la Révolution, il y avait eu le Chili, il y avait eu en 74, 75, 76 le Portugal. Bon, et on était aussi à ce moment-là dans l'idée qui pouvait se produire dans le mouvement ouvrier européen et mondial, enfin en moindre partie du monde, euh, avec des recompositions de l'ampleur de celles qui se sont produites dans les années 20. C'est-à-dire qu'on voyait le monde militant, politique, socialiste qui pouvait s'ouvrir d'une manière absolument considérable. Bon. Le livre qui a 4 ou 5 idées que je vais vous donner. Bon, la première idée, qui est une idée absolument fondamentale, c'est que il s'ouvre comme ça. La première phrase, c'est ça. La première révolution prolétarienne a donné sa réponse au problème de l'État. La dégénérescence nous lègue celui du pouvoir. L'État est à détruire, sa machine à briser, le pouvoir à défaire, dans ses institutions, ses ancrages souterrains, la division du travail. Mais comment on fait pour construire une autre société? Et la façon dont on le détruit a quelques relations avec la façon dont on construit une nouvelle société. Et donc, il y a un travail sur ce qu'est l'État en cette fin du XXe siècle, sur lequel je ne vais pas insister parce que d'un certain point de vue, il a quand même un peu changé en 40 ou 50 ans. Mais c'est 2, 3 idées. Il y a l'idée que l'État est une construction, est un instrument de dépolitisation de la société, de vivisection du corps social, hein, et qu'il y a des institutions qui sont enracinées dans la division du travail. Et il y a beaucoup de références à Gramsci sur l'idée de l'État comme un appareil d'hégémonie qui est en même temps un état de coercition et de consentement, l'équilibre coercition et consentement, hein, et que cette délégation de conscience de la bourgeoisie ne domine pas que sur la coercition, mais aussi sur le consentement. La 2e ou 3e idée, c'est que pour militer, il faut une hypothèse stratégique. Bon. Alors, quand il parle d'hypothèse stratégique, c'est pas de modèle à suivre, un mode d'emploi de la révolution à venir. C'est l'idée qu'on voit la révolution autour de certains grands axes, bon, et qu'on s'organise en fonction de ça. Hein. Bon, ce qu'il développe dans cet ouvrage, c'est l'idée de la grève générale insurrectionnelle. Bon, il dit, mais c'est pas parce qu'on dit que c'est globalement cette perspective de révolution qu'on prévoit que tout se passera par l'intermédiaire d'une grève ou un assaut du type du Palais d'Ouvert, mais ça nous donne comme orientation pratique au quotidien l'idée que nos efforts doivent tendre à favoriser la constitution d'organes de type soviétique, d'autodéfense, et qu'il ne peut pas y avoir d'insurrection sans que soient réunies à la fois les conditions d'une grève générale, c'est-à-dire une grève interprofessionnelle dans des secteurs stratégiques unifiés sur des objectifs communs, qui cherchent à dépasser les formes de grève passive, qui cherchent à remettre en marche la production, et les formes d'auto-organisation et de type soviétique. Avec à tout ça la constitution d'un double pouvoir, hein, la centralisation de ces organes prolétariens, et surtout, et il va y revenir plus longuement par la suite, l'idée que non seulement l'auto-organisation permet l'unification du prolétariat, mais petit à petit, elle est perçue par la masse des travailleurs comme la forme embryonnaire du propre État et de l'instrument de conquête du pouvoir. Et c'est un élément central dans la question de l'unité de la classe. Bon. Et la place du parti là-dedans a un peu évolué par rapport à la vision qu'il avait juste après 68, hein, parce que juste après 68, Daniel avait la vision du parti comme étant la concrétisation de la conscience de classe en soi, ce qui est une façon quand même assez limitée de percevoir ce qu'est la conscience de classe en soi du prolétariat. Hein. Bon, là, l'idée, il y a un petit déplacement qui est important, hein, qui est le rôle du parti, c'est décisif pour évaluer les rythmes des processus, l'évolution de la conscience de masse et préparer l'insurrection, sachant que l'insurrection, ça ne peut qu'être un travail conscient. C'est-à-dire qu'on ne conduit pas les masses à la conquête du pouvoir à leur insu. Il faut qu'elles y soient subjectivement préparées et qu'elles pensent et qu'elles soient convaincues que pour résoudre leurs problèmes, il faut aller à l'affrontement.
d'autant que déjà à l'époque, le type d'affrontement était quand même d'un niveau très élevé. Donc ça, c'est le premier gros document, c'est un bouquin qui s'appelle La Révolution du pouvoir, qui est vraiment intéressant. 10 ans après, ces positions évoluent légèrement. Hein, autour d'un autre bouquin qui a été réédité, ces stratégies et partis sont en fait j'ai fait de la formation dans la LCR après Daniel, mais avant, je m'occupais de toutes ces questions dans la formation de la LCR puis du NPA. Avant, c'était Daniel. J'ai pas la surface de Daniel, mais et donc le bouquin Stratégie et parti, c'est en fait l'écriture de tous ces exposés de formation sur les questions stratégiques dans la LCR jusqu'à la fin des années 80. Bon, là, il y a 4 ou 5 idées, c'est ça, qui sont tout à fait importantes. Bon. Premièrement, il y a l'idée que il ne peut pas y avoir une progression inéluctable du mouvement ouvrier, que toutes les questions stratégiques, le temps de la stratégie est le contraire d'une durée uniforme, homogène. Il est en fait d'affrontement, de changement brusque, de saut, hein, avec la notion centrale de la crise révolutionnaire. Hein, c'est-à-dire la crise de ceux d'en haut qui ne peuvent plus dominer comme ils veulent, ceux d'en bas qui ne supportent plus, puis ceux du milieu qui pensent du côté de ceux d'en bas. Bon. Mais c'est dans cette crise révolutionnaire se produit des ruptures, c'est-à-dire qu'on n'a pas un affrontement où on monte marche par marche jusqu'au moment où on arrive en haut. Le temps révolutionnaire, le temps de la stratégie, c'est un temps de choc, de recul, d'avancée, d'accélération, voilà. Deuxièmement, il y a une redéfinition plus affinée de la question du double pouvoir dont je parlais précédemment. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on ne peut imaginer une issue victorieuse à l'affrontement, à la crise révolutionnaire, que si la classe ouvrière a su affirmer avant, par ses activités, ses formes d'organisation, sa candidature à réorganiser et gérer l'ensemble de la société. C'est-à-dire, c'est l'intégration de l'idée de l'hégémonie de Gramsci, c'est-à-dire que la classe ouvrière n'est pas là seulement pour défendre ses intérêts, mais la classe ouvrière doit se porter candidate à résoudre les problèmes vitaux de l'ensemble de la société, de toute la société. Donc la bataille pour ces revendications, c'est qu'un préalable, c'est une précondition. Ce qui est décisif, c'est que la classe ouvrière, par ses formes d'organisation, ses batailles, elle légitime le fait qu'existe un autre pouvoir qui se constitue, qui est utile pour toute la société, pas seulement pour le prolétariat. Mais que pour que la crise débouche, il faut qu'il y ait l'intervention consciente du parti qui fait qu'à un moment donné, la crise peut basculer. La troisième grande idée de ce travail-là, et sur lequel il bougera peu après, c'est, bon, là, il commence à réellement lutter à cette époque contre tout le déterminisme historique. Hein. Il y avait d'abord eu le débat polémique contre les réformistes qui pensent que petit à petit on grignote, etc. Mais au-delà de ça, il y a vraiment l'idée que la lutte révolutionnaire, les perspectives stratégiques, c'est pas quelque chose qui avance inéluctablement dans un sens. Bon. Et donc, il y a deux grandes hypothèses stratégiques, hein, qui, je répète, hein, c'est pas des modèles, hein, sa formule, c'est ce qu'on peut retenir des expériences passées qui sont le seul matériau dont nous disposons, sachant que le présent et l'avenir seront forcément plus riches. Les révolutionnaires courent par conséquent le même risque que les militaires, dont on dit qu'ils sont toujours en retard d'une guerre. C'est-à-dire pour regarder la révolution de demain, on a tendance à regarder les révolutions d'hier. C'est pas pour autant que les révolutions de demain se passeront comme celles d'hier. Bon, mais on part comment dirais-je, des acquis qu'on a, quoi. Voilà. Alors les deux grandes hypothèses stratégiques de Daniel,
évoquée par Daniel, c'est la grève générale insurrectionnelle dont j'ai parlé dans les milieux urbains, qui est une grève, des situations dans lesquelles le rapport de force du prolétariat est celui d'une grève générale, avec l'idée quand même que la grève générale, c'est en fait l'expression du fait qu'il y a une situation révolutionnaire. Et donc, c'est ces conditions-là qui doivent être réunies avec un affrontement avec un appareil d'État bourgeois affaibli. Et la dualité de pouvoir territorial, les guerres révolutionnaires prolongées, c'est-à-dire les schémas des révolutions chinoises, cubaines, vietnamiennes, etc. etc. Bien. Et donc là, il y a toute une théorisation en disant toutes les expériences, elles ont connu un petit peu des deux, et il y a un mix de ces deux formes épurées. Mais encore une fois, il y a à nouveau une avancée sur ce qu'est la place du double pouvoir, du contrôle ouvrier, qui est quand même l'idée qu'il faut briser la division du travail, la séparation de la citoyenneté politique et de l'existence sociale, et il faut donc que le prolétariat, pour être vainqueur dans une crise de cette ampleur, apprenne préalablement par la conquête d'espaces de légitimité. C'est-à-dire que le prolétariat soit capable de reconquérir des fonctions sociales quotidiennes, d'affirmer une autorité sociale et morale alternative à celle de l'État. C'est-à-dire que par en bas, on règle les problèmes de la société, et c'est ça qui donne la légitimité à un nouveau pouvoir. Et donc, on ne peut pas résoudre le problème stratégique uniquement en se battant pour la grève générale. On le résout parce que on fabrique ces apprentissages où se crée une autre légitimité. Qui est dans la Commune de Paris, c'est absolument clair, cette affaire-là. Bien. Et donc, voilà les grands thèmes qui sont élaborés par Daniel entre 1960, je me suis dans la Commune, en 1970, 72, 73 et la fin des années 80. Bon. Il a eu une très grande implication dans tous les mouvements qu'il y a eu en Europe à la fin des années 90 et dans les débuts du mouvement altermondialiste, au tournant des années 2000. Et c'est dans la période là des 10 dernières années de sa vie où il a une production la plus dense. Il y a 20 articles, il y a 20 articles, 20 livres en 10 ans. Donc, ça donne une idée du niveau de production dans les 10 dernières années de sa vie. Et là-dedans, il commence à avancer des idées dans deux articles. Il y a le moment utopique et refondation stratégique, et il y a un autre qui est de 2006 et un article qui s'appelle Désir ou besoin de révolution 2007, dans lesquels il met en discussion tout ce sur quoi il a théorisé auparavant. Il dit en gros, les révolutions du XXe siècle ont dégagé les deux grandes figures que je viens de résumer en quelques mots. Il dit de la révolution allemande à la révolution nicaraguayenne, en passant par la guerre civile espagnole, les guerres de libération nationale, la révolution cubaine, les expériences du XXe siècle présentent une combinaison variable de ces grandes caractéristiques. Mais ces stratégies ont emprunté, en les retournant pour les dépasser, les catégories politiques de la modernité. La souveraineté, en se battant pour une souveraineté démocratique et populaire, la citoyenneté, en se battant pour une citoyenneté sociale, mais pas seulement politique, les conquêtes territoriales. Et il dit, la crise de ce paradigme politique de la modernité trouve son reflet dans la crise des stratégies de subversion. Parce que, et ça, c'est un des éléments sur lesquels je vais essayer d'insister à partir de maintenant, c'est de comprendre quelle est l'ampleur du basculement qui s'est opéré à la fin du siècle dernier. Au moment de la chute du mur, on pensait que, en gros, l'histoire allait repartir un peu
comme avant la chute du mur, avant la révolution russe. Bon. Et dans la plupart de ses textes de la fin de sa vie, il dit que ça va beaucoup plus loin que la fin du cycle ouvert par la victoire de la révolution russe. Je vais le citer parce que c'est très intéressant. Je suis tenté de dire que ce qui se termine, c'est un cycle beaucoup plus long qui tente à s'épuiser à ce moment, celui des formes politiques modernes, celui du paradigme de la modernité politique tel qu'il s'est constitué à partir du XVIIe siècle par la combinaison des notions de souveraineté, de territoire, de frontières, de capitale, de peuple, de guerre nationale, de droit international ou interétatique. Toutes ces catégories sont mises à l'épreuve par les bouleversements de la mondialisation. Et donc, on est là dans une redéfinition ou un travail sur ces concepts de stratégie révolutionnaire à partir de ce bouleversement-là, bon, qui sont absolument considérables. C'est pourquoi il part de redéfinition, reconstruction complète de mouvements syndicaux, reconstruction complète de formes politiques, y compris de redéfinition des politiques, y compris de refondation stratégique, qui sont les mots qu'il utilise, hein, parce que le cycle qui est en train de se terminer est un peu plus que ce qu'on avait prévu. Et c'est à partir de tout ce moment-là qu'il explique, qu'il reprend la formule de Deleuze, par quoi recommencer. On recommence jamais au début, on recommence par le milieu. Hein. On ne peut pas faire table rase, mais on ne peut pas ressasser ce qu'on a ressassé pendant un siècle. Bon. Je vais aborder la façon dont il travaille en finesse au cours des 10 dernières années de sa vie sur 7 ou 8 idées qui montrent un peu quels sont les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Bon, pour Daniel, l'idée même de révolution est un trait fondamental de la modernité. C'est au sens où l'idée de la révolution, c'est l'idée que le passé n'éclaire pas l'avenir, c'est l'avenir qui illumine le présent. La révolution, c'est le nom de l'attente des espérances d'émancipation. C'est la formule algébrique du changement social et politique qui, à partir de la Commune de Paris après la Révolution russe, s'est chargée d'un contenu stratégique, la prise du pouvoir, la destruction de l'appareil d'État, etc. Bien. Mais avec les chocs et les catastrophes du siècle finissant, une nouvelle représentation du monde avec ses résignations ordinaires, une attente de l'avenir qui organise les volontés est mise à mal, et on le sait. C'est-à-dire que dans notre militantisme quotidien, on sait tout à fait ça. Mais c'est cette perspective révolutionnaire que Marx a explicitée après la Commune de Paris, avec dans la guerre civile en France et avec la notion de dictature du prolétariat qui va apparaître dans les années suivantes. C'est vraiment l'idée, on a une perspective qui donne un sens à l'action du quotidien. Alors, deuxième chose sur laquelle il faut se mettre d'accord aussi, c'est, alors comme il le disait, à l'heure où l'avenir social, écologique et technologique est assombri d'inquiétude et de danger, où la crise s'attarde, s'éternise dans un étirement d'un effroi sans fin, est-il bien raisonnable de débattre d'un projet révolutionnaire ? Bon. Il dit oui, effectivement, peu de personnes peuvent penser qu'il va y avoir une révolution dans un avenir immédiat, mais c'est hasardeux de l'effacer de l'horizon de l'époque, parce que ça reste une nécessité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de s'engager à une perspective qui porte l'activité. Et c'est là qu'il y a toute une réflexion sur ce que je disais au début, une organisation révolutionnaire n'est viable que si elle dispose d'une boussole sur les questions fondamentales. Le jour où elle limiterait sa fonction à l'efficacité immédiate, à la tactique des luttes et à la gestion des contradictions au jour le jour, elle serait condamnée à l'émiettement. Et là, il y a toute une théorisation qui est passionnante sur la nature de l'engagement politique. C'est-à-dire, c'est le pari raisonné vers l'avenir. C'est-à-dire que on est convaincu que
de la société telle qu'elle est, il ne peut sortir de solution que dans un éco-socialisme émancipateur ou un éco-communisme émancipateur, etc. Mais il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de vérité historique, scientifique, qui nous dit qu'on va arriver vers ça, qui nous dit que le progrès qui est indispensable est inéluctable. Bon. Et donc, le militantisme, c'est un pari raisonné vers l'avenir, qui s'appuie sur le principe de résistance, qui ne peut pas dire, voilà, l'avenir socialiste est inéluctable. La condition, alors c'est les formules de Daniel, hein, la condition tragique de l'homme moderne contre le scientisme, le déterminisme, c'est le facteur subjectif, l'importance de l'engagement, le pari qu'on fait qu'on peut changer la société. Troisième idée sur la notion de crise. Bon. Sur la notion de crise, dit la crise, c'est ce qui bouleverse le champ des possibles. Chaque situation offre des possibles, mais il y a plusieurs possibles qui sont ouverts par une crise, bon, qui sont une faille dans la normalité, c'est des ratés de la routine, bon, et ce sont des moments de décision, hein. Lorsque l'histoire hésite, hein, devant des différentes hypothèses, les points de bifurcation, mais qui peuvent se refermer très vite. C'est-à-dire que les failles dans l'ordre bourgeois, la normalité bourgeoise, sont des failles qui se produisent et dans lesquelles il faut s'engouffrer parce qu'elles peuvent se refermer. Et donc là, il y a toute une théorisation de Daniel que Michael Lowy, qui est un vieux complice de Daniel explique, c'est le marxisme de la bifurcation de Daniel Ben Saïd. C'est-à-dire la conception de l'histoire comme une série d'embranchements et de bifurcations où dans une situation, il y a plusieurs possibles. Et pendant toutes les dernières années de sa vie, les trucs de Daniel étaient contre la fausse linéarité d'une histoire qu'on voit rétrospectivement comme inéluctable. Hein. On voit l'histoire qu'elle s'est produite, on explique que de toute façon, ça pouvait se produire que comme ça. Il dit non, la seule chose qui est prévisible, c'est la lutte de classe. Son issue est imprévisible. Alors, c'est une idée qui a déjà existé dans le mouvement ouvrier, hein, qui existait chez Blanqui, qui était un communiste hérétique, comme il l'appelait, mais chez Blanqui, c'était le fait que l'action de petits groupes séparés du reste de la classe pouvaient, par leur action, changer la situation, mais il y avait une erreur politique de conception, mais il y avait, dans l'esprit de Blanqui, il y avait l'idée qu'on pouvait changer la donne, que la donne n'était pas écrite, ça dépendait de ce qu'on faisait. Et deuxièmement, chez Rosa Luxembourg, avec son texte extraordinaire sur socialisme ou barbarie, qui, contre les sociodémocrates majoritaires du Parti social-démocrate allemand, refuse la vision linéaire de l'histoire et qui dit que dans l'histoire, il y a plusieurs possibles dont l'issue est imprévisible. Et la décision de ça, la décision qu'on prend et ce qu'on fait, évidemment, a des conséquences majeures. Bien. Je pense que seule cette approche permet d'expliquer ce qui s'est passé dans le siècle. Parce que, comment dire, il y a eu des périodes révolutionnaires dans des grands pays capitalistes développés, l'Allemagne, entre 19 et 23. Il y a eu des crises révolutionnaires dans le nord de l'Italie industrialisée, en France, en Espagne, etc., au Chili. Bon. Mais aucune révolution ne s'est produite dans les grands pays capitalistes développés, contrairement à toutes les théories qu'avaient les marxistes au début du XXe siècle. Hein. C'est-à-dire que la concentration du prolétariat conduisait les contradictions d'une nature telle qu'elles allaient produire des révolutions. Or, les révolutions sont produites dans des pays majoritairement paysans, comme la Russie, où 80% de la population était paysanne. Donc voilà, ce n'est pas le caractère majoritaire du prolétariat, son augmentation continue, sa concentration, qui détermine mécaniquement le fait qu'il y aura une relève du capitalisme par là. De la même manière que ce n'est pas parce que le capitalisme est historiquement
est historiquement, le socialisme, pardon, le socialisme est historiquement nécessaire et est possible qu'il va se produire. Là-dedans, il y a l'existence de crises qui se produisent pas seulement sur des raisons économiques, mais qui se produisent lorsque l'hégémonie des classes dominantes dans une entité étatique, la plupart du temps, est en crise et qu'il y a une action volontaire pour détruire le pouvoir capitaliste. Et donc, ça a comme conséquence que dès lors qu'on pense que le capitalisme n'est pas destiné à engendrer de manière endogène son dépassement, pour la révolution, elle doit être portée politiquement. Il faut s'y porter, il faut se, comment dire, la catastrophe peut être conjurée, il n'y a pas d'autre choix que s'y employer, disait Daniel. Alors, il y a 2 ou 3 idées sur lesquelles je voulais insister. Je commence à m'inquiéter sur le temps de parole si je ne vous assomme pas complètement. La première, c'est la question de la pluralité des temps. Bon. On voit bien, ce n'est pas très compliqué de s'apercevoir que la régulation marchande, ce n'est pas celle des temps biologiques ou de l'horloge de la nature. Bon, ça, c'est clair. On voit bien, je l'ai déjà développé, que, comment dire, l'avancée de la révolution, ce n'est pas linéaire, c'est un temps heurté. Bon. Et que quand on regarde en vrai, les événements, c'est un art du contretemps. Il y a une lettre de Marx au moment de la Commune qui est tout à fait significative, que Daniel citait souvent. C'est « Il serait fort commode de faire l'histoire si on engageait la lutte qu'à condition d'avoir des chances infailliblement favorables. Cette histoire serait au demeurant fort mystique si les hasards n'y jouaient aucun rôle. » C'est une lettre à Kugelmann au moment de la Commune de Paris. Naturellement, ces hasards entrent dans le cadre de la marche de l'évolution et sont compensés à leur tour par d'autres hasards. Voilà, donc il y a des hasards qui interviennent, et y compris dans ces hasards, il y a le caractère des gens qui y sont. Alors, l'autre aspect qui est important, c'est la discordance des temps, la pluralité des temps et la discordance des temps. Parce que le temps de la décision politique est celui du moyen terme, mais ce n'est pas le temps des décisions économiques qui sont sur le plus long terme, ou du temps long des mœurs, des mentalités. Et il y a à côté de ça des nécessités de temporalité, d'urgence sanitaire, humanitaire, ou même des décisions militaires qui nécessitent quasiment des décisions réflexes. Bon. Et donc on a, durant tout le processus révolutionnaire, des temps qui sont discordants. Bon. Et ça, c'est une affaire qui est importante, me semble-t-il, parce que dans toute la période précédente, on a toujours regardé et analysé les révolutions en analysant le moment de la bascule, au moment où la bourgeoisie perd le pouvoir et où il y a conquête du pouvoir par le prolétariat. Alors, c'est important parce que ça montre où se trouve le nœud de pouvoir. Bon. Mais ceci dit, ça ne permet pas de voir tout ce qui se passe tout le long du processus révolutionnaire, c'est-à-dire tout le long du processus par lequel le prolétariat conquiert une hégémonie sur la société qui donne sa prise du pouvoir à un sens et perceptible comme valable par l'ensemble de la société. Et de ce point de vue-là, ces processus révolutionnaires ne sont pas des processus courts. La révolution russe, on a toujours, et je l'ai fait pendant de longues années, commencé ça en février 17 et fini en octobre 17. Elle commence peut-être en 1905. Le parti bolchevique est majoritaire dans le prolétariat après la révolution de 1905, dans le prolétariat des grandes villes industrielles. Bon, est-ce que commence peut-être, certains historiens pensent qu'elle commence à la famine de la fin du 19e siècle. Et la révolution russe, elle ne se termine pas en octobre 17. Elle ne se termine même pas à la fin de la guerre civile. Elle se termine au moment de la contre-révolution, à une date qui n'est pas très facile à déterminer. Donc la révolution russe,
quand on la prend dans l'ensemble de son processus où l'hégémonie passe d'une couche sociale de la bourgeoisie et de l'aristocratie tsariste au prolétariat et à la révolutionnaire, c'est un processus qui dure beaucoup plus que 6 mois et 8 mois. Bon. Et donc, on a intérêt à analyser l'ensemble des processus révolutionnaires avec ce regard dans lequel où est-ce que se construit petit à petit, dans des temps discordants, avec des rythmes secoués, pas de manière linéaire, cette hégémonie nouvelle. Bien. Et comment on agit tout au long de ces processus pour que ce soit les motivations les plus émancipatrices qui soient les plus fortes. Deuxième notion sur laquelle il a beaucoup insisté, c'est la question de la pluralité d'espace. D'un point de vue de la stratégie politique et militaire, l'art stratégique, c'était l'art de concentrer ses forces en un point à un moment donné. Bon, hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les espaces sont beaucoup moins fixes qu'ils ne l'étaient, les pouvoirs sont disséminés. Donc, qu'est-ce que c'est que cette concentration à l'âge des réseaux, comme il dit, hein? Bon, la période où la domination de l'espace national sur les autres dimensions spatiales a vécu, hein. Il y a une représentation de l'espace qui est complètement ébranlée, hein. C'est-à-dire que tous les éléments qu'ont façonné les débats politiques modernes autour des notions de territoire, de souveraineté et de pouvoir politique sont bousculés de plein fouet, comme le mouvement ouvrier qui s'est organisé en réponse autour de ces catégories. Bon. Et donc, on a un espace mondial qui est un espace marchand, qui n'est pas homogène et lisse, dans lequel les souverainetés nationales se bousculent et dans lequel il y a une redistribution des rapports de domination. Bon. Et les espaces politiques, juridiques, économiques, écologiques, monétaires ne sont plus superposables. L'Union européenne est significative de ce point de vue-là, hein. Bon. Et donc, on a dans les sociétés européennes, c'est, je sais pas, je veux dire, la vision de ce qu'est la frontière entre un jeune de banlieue issu de l'immigration en France et d'un mec qui passe sa vie dans les avions, dans les échanges internationaux, l'espace dans lequel ils existent n'est pas du tout le même. Bon. Et donc, dans ces conditions, l'occupation de l'espace stratégique ne peut plus se concevoir à l'échelle d'un espace dominant unique, hein. Donc, effectivement, la résistance, elle commence toujours au niveau étatique parce que l'espace national s'est construit comme ça, mais évidemment, elle est obligée de le dépasser. Et ce qu'essayait de faire d'une manière assez intéressante la théorie de la révolution permanente, hein, une esquisse de stratégie globale. Mais on voit bien ce qui s'est passé en Grèce, par exemple, ces dernières années face à l'Europe, se passera dans n'importe quel pays où peut se produire une révolution dans le monde aujourd'hui, compte tenu des interdépendances. C'est ce qu'on voit avec la pandémie actuelle le montre bien sûr. Donc l'imbrication des échelles nationales, continentales, mondiales est plus étroite que jamais et on ne peut pas penser la révolution uniquement sur l'espace national. Avant-dernier point, et je vais arrêter après, avant de vous avoir complètement assommé, mais c'est quelle est la classe porteuse de la perspective émancipatrice. Au cours du XXe siècle, la question de l'unité des classes exploitées et dominées, et c'est essentiellement résumé entre l'alliance du prolétariat, de la classe ouvrière et de la paysannerie. Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout notre problème. Le prolétariat représente l'immense majorité des sociétés comme les nôtres. C'est-à-dire le prolétariat au sens de ceux qui ne sont pas propriétaires de leur travail, vendent leur force de travail, sont dépossédés de leur force de leur travail, ont une position subalterne, sont dominés, exploités et opprimés. C'est l'immense majorité de la population. Bon. Mais ça suffit pas, ça, parce que le prolétariat, c'est pas une entité sociale
Et là-dessus, c'est pareil. Il y a vraiment, il va rechercher, Daniel a été rechercher tous les écrits de Marx sur cette question-là, qui définit pas le prolétariat comme une entité sociale ayant des caractéristiques sociologiques et statistiques. C'est-à-dire ceux qui ont tant de salaire, ceux qui travaillent comme ça, etc. C'est avant tout une construction politique. C'est-à-dire que le prolétariat, il existe que lorsqu'il est porteur d'un projet d'émancipation comme force sociale porteuse d'un projet d'émancipation. Bon. Et donc, chez Marx, le concept de classe n'est pas un concept sociologique classificatoire, mais un concept stratégique. Les classes se posent réciproquement dans leur lutte. Le rôle émancipateur reconnu au prolétariat tient au fait que, subissant une injustice absolue, il a un intérêt particulier à l'universel ou à l'universalisable. Bien. Et donc, on est loin d'un déterminisme sociologique. La question est de savoir, donc, pour nous, comment se constitue le prolétariat, comment on unifie autour d'un projet qui soit un projet émancipateur pour toute la société. Bon. Voilà. Alors, 3 mots sur le parti, et j'arrêterai cette introduction. Bon, je dis 3 mots parce que de toute façon, il faudrait un exposé aussi long que celui-ci pour aborder cette question-là de manière un peu sérieuse. Mais comme le parti et la fusion entre la théorie et la pratique révolutionnaire, là où se débat ces questions stratégiques, 3 idées quand même. Premièrement, la notion de parti est historiquement déterminée dans ce qu'on connaît aujourd'hui des partis avec des gens affiliés de manière stable, des cartes, etc., est une notion qui existe que depuis la fin du 19e siècle. Quand le manifeste du Parti communiste est écrit, il n'y a pas de parti. Ce qu'on appelle parti à l'époque, c'est tous ceux qui se réfèrent au socialisme. Bon. Donc la notion de parti telle qu'elle est aujourd'hui, et telle qu'on la comprend depuis la fin du 19e siècle, elle est historiquement déterminée. Deuxièmement, le parti est au centre des conditions de possibilité de la révolution, au sens qui joue un rôle dans la modification des rapports de force, des niveaux de conscience et surtout de la mémorisation des expériences. Bon. Mais le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase historique de recomposition de la conscience de classe autour de ce que je viens de dire, c'est quelle est la classe, quel est le sujet révolutionnaire, et qui, de son expérience, sa culture, de ses organisations. Et donc, il s'agit d'une mutation totale, et donc, dans laquelle on ne peut pas penser qu'on va occuper un vide, dans laquelle c'est un espace politique qu'il faut créer de manière audacieuse, parce qu'il va y avoir des chocs importants, par une intervention au croisement des luttes sociales, du combat politique et de la bataille des idées. Voilà, on rentre dans le siècle avec beaucoup de choses ouvertes, beaucoup d'interrogations, de remises en question, de re-questionnement sur tous les concepts qui ont été ceux de la stratégie révolutionnaire au cours du XXe siècle. Bon, mais pour Daniel, les décisions initiatives politiques ne se fondent pas sur une science de l'histoire, mais relèvent d'un art stratégique, de paris raisonnés, et c'est à ça que je vous invite pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour ton intervention. Non, tu ne nous assommes absolument pas avec cette présentation, mais au contraire, on a trouvé ça super intéressant. Je dis nous parce qu'elle reste aussi des camarades jeunes qui est à côté juste directement. Du coup, merci beaucoup encore. Et puis, du coup, je propose de passer à une petite séance de questions-réponses. Alors, pour les personnes Zoom, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous levez la main avec la petite main bleue en allant dans participants et puis vous avez un petit endroit avec marqué lever la main. Soit vous levez la main directement sur votre caméra, soit vous m'écrivez un petit quelque chose sur la conversation directement. Puis pour les personnes qui sont sur YouTube, vous pouvez directement aussi écrire une question dans les commentaires du live directement et je les citerai directement. Mais tout d'abord, on a un camarade jeune qui a envie de poser une question. Alors du coup, je lui donne la parole.
Ouais, bonsoir. Alors, Bonsoir. tout d'abord, je tenais à vous remercier quand même, parce que c'est vrai que Ben Saïd, c'est pas forcément un auteur dont on entend beaucoup parler dans les médias, etc. Et en tout cas, ça apporte beaucoup de fraîcheur, tout ce que vous avez pu dire sur ces travaux. Il y avait juste un point sur lequel j'étais pas forcément au clair, et ça peut ouvrir la porte à un débat plus large. Vous avez dit que Ben Saïd s'opposait de manière générale au déterminisme historique et à toutes les pensées qui disent que l'histoire n'aurait pas pu s'écrire et se dérouler autrement. Et par exemple, quand vous prenez ne serait-ce que la Russie pré-soviétique, en raison à la fois d'un contexte interne et externe qui est allé en fait en contradiction avec ce que préconisait Marx pour les pays qui devaient passer par le processus révolutionnaire, enfin, on connaît le sous-développement industriel de la Russie, etc., en 17. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous ne pensez pas qu'une révolution à ce moment-là devait, disons de manière plus ou moins fatale, condamner la Russie à aboutir à un État totalitaire, centralisateur, bureaucratique en tout cas, en raison justement d'un certain contexte qui ne permettait pas d'ouvrir des opportunités plus larges en Russie en tout cas. Et donc, ça nous permettrait de revenir sur l'idée de déterminisme historique. Merci. Alors, Patrick, C'est comme vous voulez, peut-être d'autres questions où je peux répondre, c'est pas un à souci. mon avis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller pas à pas. Donc, tu réponds directement au fur et à mesure aux questions. Donc, tu peux directement répondre à celle-là, puis je prendrai une Pas prochaine de question. souci. Non, mais il y a eu un débat parmi les marxistes russes sur ce qui allait se passer en Russie. Tout le monde était persuadé qu'il allait y avoir une révolution, que le système tsariste ne pouvait pas continuer à exister. Mais la plupart des marxistes étaient convaincus que la seule solution possible était le passage de la société tsariste à une société capitaliste au sein de laquelle allait se créer un prolétariat et qui allait créer les conditions d'une révolution socialiste. Bon, qui est vraiment le déterminisme. Là, il y a un sens de l'histoire, voilà, il y a des phases, des marches, etc. Bon. Il y a eu un débat avant la Révolution, après 1905, il y a un débat en Russie entre ceux qui pensent que est-ce qu'on peut ou pas passer directement à une société socialiste. Bon, c'est le débat entre Trotsky et Lénine. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon. Mais quand Lénine arrive et fait les thèses et dit aux thèses en avril, quand il rentre en Russie et qu'il dit en avril, après la révolution de février, la question de la révolution sociale, enfin, la prise du pouvoir par le prolétariat se pose, c'est une. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu, mais c'est fantastique. Quand il arrive à Saint-Pétersbourg, il fait des meetings et les gens disent il est devenu fou, l'exil lui a tapé sur la tête, etc., etc. Pourquoi? Parce que le déterminisme conduisait à dire la seule hypothèse, c'est celle-là. Bon. Dans le. Comment dire? C'est en ça qu'une réflexion stratégique, elle permet des adaptations rapides. C'est-à-dire que quand on a dans son logiciel stratégique l'hypothèse qu'il y a d'autres options possibles, à ce moment-là, on pouvait se dire que la prise du pouvoir par le prolétariat était possible. Je dirais possible et à peu près la seule chose faisable en Russie à l'époque. Parce que ce qu'il y a en Russie à ce moment-là, c'est une chose qu'on oublie souvent, une révolte paysanne colossale. Hein, les soldats, les soldats paysans désertent par millions pour rentrer dans les villages pour la répartition des terres, hein, pour récupérer les terres. Et la seule force sociale qui est capable de créer, d'avoir, je veux dire, de structurer ce pays, c'est le prolétariat, qui est tout petit, qui est 10-12% de la population, mais qui est hyper concentré dans des grandes villes industrielles, et un prolétariat très moderne. Hein. Les usines sont souvent plus modernes qu'en Europe à ce moment-là. Bon. Donc c'est ça qui se produit. Mais le pronostic, comment dire, c'est
c'est le problème. C'est pour ça que je vous ai cité la phrase de Marx sur est-ce qu'on s'engage quand on est sûr de gagner? Non, on ne s'engage pas quand on est sûr de gagner. C'est quand il y a un processus, une crise qui s'ouvre, une accélération, face à cette crise, on cherche à trouver les solutions les plus appropriées. Bon. Et les solutions les plus appropriées ne pouvaient pas être une société bourgeoise, et on l'a vu au moment de la guerre civile, parce que c'était soit le pouvoir des soviets, hein, qui avait plein de défauts, soit les Blancs et le retour au système antérieur. Bon. Et donc la discussion là, elle a été de deux niveaux. Le premier, c'est ce qui s'est passé à l'échelle européenne. C'est-à-dire que l'échec de la révolution allemande n'était pas inéluctable. Je ne vais pas me lancer dans un exposé sur la révolution allemande ici, mais c'est une révolution qui est mal connue, hein, qui commence en 18 et qui se termine en 23, mais en 20, 21 et 23, il y a réellement des possibilités de révolution réussie en Allemagne. Donc la situation n'était pas la même en Russie. Bon. Deuxièmement, en Russie, le débat est ouvert aussi. Et le débat est ouvert à la fin de la guerre civile. À la fin de la guerre civile, pendant la guerre civile, je ne sais pas s'il y a eu, bon, il fallait gagner la guerre, quoi, voilà. Mais à la fin de la guerre civile, on est dans une situation où il y a des grèves, où il y a renaissance du mouvement populaire, où il y a Kronstadt, mais où il y a d'autres choix qui sont faits. Et à ces moments-là, les choix qui ont été faits n'ont pas été des choix de remettre en branle les systèmes démocratiques. Ils ont été des choix politiques, mais qui ont été faits par les directions, qui n'ont pas été faits par le mouvement de masse. C'est-à-dire, Kronstadt, c'est la révolte qu'on connaît le plus, mais elle a été précédée de révoltes massives dans une partie de la paysannerie, hein, autour de comment on gère les terres qu'on possède, et il y avait des grèves ouvrières dans toutes les grandes villes ouvrières à la fin de la guerre civile. Donc il y avait un redémarrage du mouvement de masse. Et là, il y a des choix qui ont été faits, qui n'étaient pas inéluctables. Qu'est-ce qu'ils auraient donné? Mais c'était un autre possible. Quand on dit dans une phase historique, il n'y a pas qu'une seule histoire qui est possible, d'autres choix étaient possibles. Hein. L'opposition ouvrière se battait pour donner le pouvoir aux syndicats. Est-ce qu'ils avaient raison? Je ne sais pas. Enfin, mais voilà, il y avait d'autres choix possibles. Donc, le fait est que le pouvoir a été pris par le prolétariat alors qu'il était minoritaire était la seule solution au moment où ça a été fait. Ce qui s'est passé après n'était pas écrit. Ni la révolution allemande, ni la révolution au nord comment dirais-je, de l'Italie, hein, quand on étudie le Biennio Negro en Italie entre 1919, 1920, 1921, on voit qu'il y a eu des possibilités de déstabilisation de cet État absolument considérables. Bon, et les choix qui ont été faits par les bolcheviks à la fin de la guerre civile sont des choix qui on pouvait en faire d'autres, qui auraient conduit à autre chose. Donc, voilà, la bureaucratisation telle qu'elle s'est produite n'était pas inéluctable. Évidemment, il y avait des difficultés, ça c'est clair. Chaque situation historique ne crée pas tous les possibles. Mais il y a plusieurs possibles. Merci. Du coup, je vais prendre directement une question qui se trouve sur YouTube. Alors, on a Yota qui nous demande pouvez-vous répéter la dernière phrase, s'il vous plaît? Donc, apparemment, c'est la dernière phrase de quand vous donniez les conseils, quand tu donnais les conseils, et notamment dans sa première intervention, il a dit une dernière chose, j'aimerais entendre un développement bref sur sa dernière phrase. Donc, apparemment, dans la fin de ton intervention, tu as dit quelque chose qui serait pas mal d'être répété. Donc, je ne sais pas si tu veux répéter ce que tu as pu déjà dire avant. Oui, alors je crois que ce que j'ai conclu j'ai conclu sur deux idées, alors je ne sais pas laquelle c'est, je vais reprendre les deux. Bon, la première, c'est on est aujourd'hui dans une situation où le mouvement ouvrier tel qu'il s'est construit au cours du XXe siècle s'écroule, n'existe plus. Bon. Et que la reconstruction d'un mouvement ouvrier, d'une perspective émancipatrice, je dis un mouvement ouvrier, enfin, d'un mouvement social porteur d'une perspective émancipatrice, éco-socialiste, éco-communiste,
n'est pas simplement une émanation sociologique, c'est une construction politique. Et c'est donc et c'est une construction politique qui se fera par la conjonction de lutte sociale, de combat politique et de combat des idées. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Il faut qu'il y ait la conjonction de combats sociaux, de combats politiques et de combats des idées pour conquérir une hégémonie. Et c'est ça qui fabriquera une nouvelle construction du mouvement social. Et pour ça, il faut avoir un fil à plomb. Et le fil à plomb, il ne se construit pas sur une science de l'histoire, comme vous êtes jeune, vous n'avez pas connu tous ceux qui parlaient, tous les staliniens qui expliquaient les phases, les machins, etc. Voilà, j'ai milité à un moment où on était confronté à tous ces gens-là, ça n'existe plus. Vous avez d'autres problèmes d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes, mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Et donc, la façon dont on milite, ce n'est pas une science de l'histoire, on doit avoir cette perspective, une perspective stratégique autour de quelques axes, quelques éléments que j'ai donnés, et on construit un art autour de ça. C'est-à-dire que c'est pas une science. C'est ça, pour ça qu'il insiste beaucoup sur le mot art stratégique, Paris, etc. C'est que c'est pas des sciences. Et quand on prend des décisions politiques, on ne sait jamais quel effet elles vont avoir. On les prend, il faut les prendre, il faut agir, il faut être capable d'adapter en fonction des résultats que les décisions qu'on a prises ont, quoi. Et donc, on a là, il faut faire des paris raisonnés, avec une conception stratégique qui n'est pas une science, qui est un art. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui m'était posée. Merci beaucoup. Alors sur YouTube, je vois des remerciements, donc merci infiniment, plusieurs remerciements, mais je vois aussi que Juan lève la main. Donc Juan, je te donne la parole. Merci beaucoup, Luc. Et merci beaucoup, Patrick. J'ai trouvé très passionnant ton exposé. Il y a énormément de choses vraiment que beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent là pour la discussion. Mais moi, une chose qui m'intéresse beaucoup, si tu peux nous en parler, c'est la dernière phase de Daniel Ben Saïd. Quand il était, je me rappelle qu'on était ensemble dans le Forum social mondial à Porto Alegre. Il était très attentif aux mouvements sociaux aussi. Et je voulais savoir, il y a un débat aussi par rapport avec différents secteurs de mouvements sociaux qui disaient il faut prendre, comment il disait, il faut prendre les pouvoirs, mais pas, il faut faire la révolution, mais pas prendre les pouvoirs ou choses comme ça, si je ne me trompe pas. Il débattait pas mal par rapport à ça. Et l'autre chose qui m'intéresse aussi, il avait un débat par rapport à l'histoire du zapatisme. Il trouvait très intéressant cette expérience. Et peut-être, comme nous, on est en train de préparer la tournée zapatiste, je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais de cette réflexion qu'avait fait Daniel par rapport aux mouvements sociaux et l'autonomie des mouvements sociaux et aussi par rapport à l'histoire des zapatismes. Alors, Daniel a été très très impliqué dans le mouvement intermondialiste, il participait à tous les rassemblements et à tous les débats. Et il y a eu, à l'époque du mouvement intermondialiste, ça existe un petit peu moins sous cette forme aujourd'hui, ce qu'il a appelé une illusion sociale, hein, c'est-à-dire le fait que les mouvements sociaux, par leur propre dynamique, pouvaient être des éléments décisifs de changement de société. Il y a eu cette illusion. Et c'est vrai que les grands rassemblements du mouvement alternatif mondial étaient des rassemblements qui, se succédant, étaient de plus en plus politiques, mais qui ne traitaient pas de la question du pouvoir, la question de l'État. C'est-à-dire que il y avait l'illusion que la force des mouvements sociaux sortis du blocus des staliniens, là où ils existaient, des réformistes et des sociodémocrates dans l'essentiel des autres pays, pouvait par sa puissance changer la société. Et là-dessus, Daniel a amené des vraies polémiques sur on ne peut pas faire
l'économie du pouvoir. On ne peut pas faire l'économie de la prise de l'appareil d'État. C'est-à-dire que autant le bilan du siècle, c'est qu'on sait qu'il faut prendre l'appareil d'État, mais une fois qu'on l'a pris, c'est pas parce qu'on a pris l'appareil d'État, qu'on a nationalisé toute la production, que cette production est entre les mains de l'État, qu'on construit le socialisme démocratique. Ça, c'est le bilan du siècle. Bon, ça, c'est, voilà. Et donc, à partir du moment, on sait que ça ne suffit pas de prendre le pouvoir d'État. Mais si on ne le prend pas, on ne peut pas changer la société et l'ensemble du fonctionnement de la société. Parce que la façon dont le capitalisme domine, c'est à partir de ces institutions-là. Bon. Et donc, le débat avec le mouvement altermondialiste qui s'appuyait uniquement sur les mobilisations sociales, c'est celui-là, hein, avec différentes théories, bon, mais qui rejoint celle du mouvement zapatiste. Parce que le mouvement zapatiste, alors c'est un peu, je vais prendre une comparaison, les comparaisons c'est toujours, ouais, c'est toujours délicat, mais c'est un peu comme penser qu'avec une coopérative ouvrière, plus 2 coopératives ouvrières, plus 3 coopératives ouvrières, on va créer le socialisme. Le mouvement zapatiste, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il crée un espace qui est tout à fait intéressant, de la même manière d'ailleurs que ce qui se passe au Rojava, au Kurdistan. Bon, il y a des espaces dans lesquels il y a une structuration par le bas, il y a une série de choses du point de vue social et politique qui sont tout à fait décisifs, mais qui ne changent pas fondamentalement l'organisation du monde, ni même des sociétés en question. Parce que tant qu'on ne s'affronte pas au pouvoir d'État, tant qu'on ne détruit pas le pouvoir des dominants, les dominants sont toujours là. Bon, et les dominants peuvent se permettre de laisser le Rojava ou comment dirais-je, le territoire zapatiste, parce que ce n'est pas des territoires qui sont décisifs pour eux. S'ils étaient décisifs, ils se donneraient les moyens de les éliminer. Hein. La Commune de Paris, c'est tout à fait ça. Hein. La Commune de Paris, ils ont pris le pouvoir. Quand ils se sont battus, le gouvernement est parti, ils ont pris le pouvoir, ils ont organisé des choses fantastiques, mais sans se préoccuper du pouvoir d'État. Le problème, c'est que Paris, c'était la capitale de l'Europe à l'époque, et c'était le centre économique de la deuxième puissance économique du monde de ce moment-là. Donc, ils ne pouvaient pas laisser Paris comme on peut laisser les montagnes zapatistes ou le Rojava. Et donc, ces expériences sont des expériences qu'il faut soutenir parce qu'il se passe des choses intéressantes, parce qu'y compris les mouvements sociaux qui sont là-dedans, les mouvements politiques, là pour le coup, ils se battent avec les rapports de force qu'ils ont. Mais c'est pas la généralisation de territoires de cette nature qui change la question du pouvoir. Donc moi, je suis vraiment convaincu de ça, quoi. Merci. Avec toutes les questions que pose justement la prise du pouvoir, comme comment on en fait quelque chose de démocratique, etc. Enfin, Merci beaucoup. On a un autre Juan, cette fois-ci en Pesana, décidément. Eh bien, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai trouvé très intéressante. Merci. J'ai en réalité plusieurs questions, surtout par rapport à la vision de Ben Saïd sur des thématiques que vous avez dites justement il y a quelques minutes. La première question, c'était justement par rapport au militantisme. Oui. Je crois d'avoir compris que Ben Saïd insistait beaucoup sur la qualité du militantisme. Et ma question, c'est par rapport justement au bilan entre la qualité du militantisme ou la quantité du militantisme. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Effectivement, c'est une chose de qualité ou de quantité? C'est une chose individualiste, entre guillemets, oui, personnelle,
oui, de l'individu, ou c'est en réalité un besoin collectif de pouvoir faire face aux défis de la société actuelle? Oui, ça c'est la première question. Deuxième question, aujourd'hui, dans une société assez bourgeoise, on se retrouve avec une structure politique, oui, assez éloignée des classes populaires. En disant, on voit aussi dans la gauche un contexte de plus en plus intellectuel, oui, de plus en plus théorique, oui, une composition, au moins dans la réalité peut-être de Genève, une composition de travailleurs et travailleuses de moins en moins présents. Donc, finalement, il y a aussi un problème de légitimité, oui, dans la lutte des idées au moins, par rapport à si on va proposer ou pas au niveau de révolution, une proposition de révolution. Oui. Et justement, lié à cette idée, la question importante, oui, j'ai bien écouté qu'on parle d'écrasement, oui, écrasement, destruction du capitalisme comme base de l'idée révolutionnaire. Oui. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on commence à écouter des choses un peu différentes, comme par exemple l'abandon du capitalisme, un choix de changement des tendances lié justement à s'éloigner d'une société que, basiquement, il est en train de, entre guillemets, de nous nourrir, de nous rendre dépendants, mais finalement aussi, il arrive la nécessité de la part de la population, de tout le monde, de dire on a besoin d'un monde différent, on a besoin de quelque chose de changer. Voilà. Donc, c'est révolutionnaire aussi. Mais voilà, sont deux contextes, sont deux définitions un peu différentes de révolution. Donc, par rapport à cette idée, je ne sais pas ce que Ben Saïd aurait répondu. Voilà, c'est ça mes questions. Merci. Ça, je me garderais bien de savoir ce qu'il aurait répondu. Je peux en dire non, deux ou trois choses. Bon. Ce qui est vrai, c'est que on est d'une société dans laquelle l'individualisation atteint des stades absolument considérables. Hein. C'est-à-dire que hier, on discutait avec deux jeunes camarades, ce que les choix politiques, les choix professionnels, politiques, personnels qu'on a fait, les gens de ma génération il y a 50 ans et ce que font des jeunes aujourd'hui ne sont pas les mêmes parce qu'on n'est pas dans le même monde, on n'est pas du tout structuré de la même manière. Bon, moi, je suis né dans un quartier ouvrier où de toute façon, tu étais ouvrier, tu étais à gauche. Bon, tu étais ou pas au Parti communiste, ça n'avait pas d'importance, mais tu étais ouvrier et tu étais de ce côté-là, point. Voilà, et c'était ton appartenance naturelle, ça ne se discutait pas, je ne sais pas comment dire. Bon, voilà, moi je suis l'exception dans mon quartier, tous mes copains, ils ont travaillé, moi j'ai réussi les études, enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais l'exception du quartier, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette organisation de la société et aujourd'hui, en un demi-siècle, a été complètement bouleversée, pas seulement par la désindustrialisation, par des choix qui ont été faits par le néolibéralisme dans les formes d'organisation de la production et par la politique que ça induit. Bon, donc ça, je pense que aujourd'hui, le besoin de collectif est un besoin qui existe dans certains milieux sociaux, hein, mais qui est en partie à reconstruire et qui est à reconstruire autour de projets. Bon, je suis absolument convaincu que, mais ça, alors là, quand tu dis qu'est-ce qu'aurait dit Daniel, je ne sais pas. Moi, je suis absolument convaincu que la façon dont se reconstitue le prolétariat d'aujourd'hui, c'est-à-dire la classe des exploités, des opprimés, la classe large, elle se reconstitue autour d'une pratique et de projets communs.
Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment, ça doit faire partie intégrante de notre activité politique. Bon. Et de ce point de vue-là, la façon dont on milite, bon, j'ai insisté sur le pari parce que on a toujours tendance à se dire, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est pour militer et pour avoir un projet militant et savoir à quel est le sens de son investissement militant, il faut savoir quelle place ça a dans l'ensemble du projet social et dans lequel on se bat, c'est-à-dire dans son milieu dans lequel on se bat et par rapport au projet de société qu'on a envie de construire. Mais il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Et donc, ce dont je suis persuadé, c'est que la lutte de classe est présente, que la seule façon de sortir des contradictions du capitalisme, d'autant plus aujourd'hui, c'est le socialisme, que la seule façon d'intervenir là-dedans, c'est de faire bouger des secteurs décisifs de la société et de leur donner un projet politique qui soit émancipateur pour toute la société. Il n'y a pas d'autre solution, c'est un pari. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Mais il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre choix à faire. Bon. Et donc, le choix individuel par rapport au collectif, c'est un peu comme ça que je voulais le poser dans ta question. Hein. Bon, il est indiscutable que, bon, oui, c'est ça, c'est... Quand on est conscient de ce qu'est cette société, c'est chercher les moyens les plus efficaces d'aller vers cet objectif. Mais aller vers cet objectif, ça passe par l'existence de mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie du raisonnement qu'on peut nous avoir, qu'on peut discuter, qu'on peut élaborer. Bon, voilà. Mais de toute façon, il faut le confronter à la réalité. C'est-à-dire toutes les élaborations, si on ne les confronte pas à la réalité, c'est de la théorie, c'est pas du marxisme révolutionnaire, quoi. Hein. Donc, on a des théories, on cherche à les mettre en pratique et on les rediscute en fonction de ce qui se passe en pratique. Et la réalité, ça se passe jamais, enfin, je veux dire, on le sait bien, quand on engage une bagarre, ça se passe jamais comme on l'a prévu, il y a toujours des imprévus et c'est ça la disruption du temps militant, hein, voilà. Donc, alors, effectivement, il faut arriver à organiser des secteurs décisifs de la classe des opprimés et des exploités. C'est évident que c'est incontournable. Bon. Mais, enfin, comment dire, il faut être parmi ces gens-là et faire avec eux, mais faire avec eux. Je sais pas, on a eu, c'est pareil, je vais jouer au vieux con là, mais il y avait la Mao qui était, on va apporter la parole au peuple, hein, c'était à cause du peuple. Non, on fait partie et on s'organise avec. Et c'est dans la confrontation et dans les débats avec celles et ceux qui sont dans une situation d'exploitation et d'oppression qu'on affine ce qu'on pense et ce qu'on peut faire. Hein. C'est pas, je sais pas comment dire, on n'a pas une super stratégie, une super politique et qu'on va expliquer en disant mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir des objectifs et c'est en se battant autour de ces objectifs qu'on définit quelque chose de plus précis. Alors, dernier aspect sur l'abandon du capitalisme, mais c'est un peu la même discussion que les apatistes, c'est tous ceux qui veulent contourner la question du pouvoir politique. Hein? C'est tous ceux qui pensent que parce qu'on a des super choix coopératifs, parallèles, d'économie parallèle et tout, on va contourner. Mais non, l'ensemble de la société, la division du travail, elle est organisée de telle sorte que ce soit en fonction, elle est tournée vers les besoins du capital. Et bon, alors évidemment, toutes ces formes d'appropriation de son travail, qui sont très puissantes. Hein.
mais on le voit y compris avec la pandémie, hein, les gens qui se replient vers eux, puis qui cherchent à créer des espaces et tout ça, c'est extrêmement important, dès lors que ce n'est pas individuel et collectif, mais c'est collectif. Bon, mais toutes ces expériences collectives d'organisation, d'économie parallèle, de vie parallèle, etc., n'ont de sens que quand elles sont organisées autour de l'idée que ce sont des éléments qui permettent de s'affronter au pouvoir d'État. Il ne peut pas y avoir de changement de société sans détruire l'État bourgeois. Voilà. Et on ne peut pas détruire l'État bourgeois sans avoir construit une autre légitimité. Et cette légitimité, c'est en la construisant qu'on se donne les instruments d'un pouvoir politique qui soit basé sur l'organisation du peuple et pas sur le parti. Voilà, les clés, elles sont là. Alors après, entre les clés et puis la façon dont on les réalise, il y a tout, il y a la vie, les choix. Merci Patrick. Du coup, alors moi aussi j'ai envie de prendre la parole parce que j'ai envie de te poser deux questions. La première qui est liée avec ce que tu disais avant par rapport à la légitimité. Et en fait, c'est une question qui est très ouverte, notamment au niveau actuel, parce qu'il y a une nécessité un peu de construire une légitimité autour de l'action révolutionnaire et notamment autour de l'usage de la violence. Pourquoi ? Parce que voilà, la révolution ne se fait pas avec des petites roses et gentiment, comme on voudrait avec le réformisme, mais il y a une légitimité à construire. Et le problème, c'est comment on fait dans une société qui a tendance à beaucoup pointer du doigt des actions qui pourraient être légitimes fondamentalement et qui sont violentes. On pouvait voir par exemple des réactions qui ont pu être dans les télévisions françaises où il y avait un gars qui avait dit « mais moi je comprends la violence des Gilets jaunes » et qu'on lui sautait dessus directement parce qu'on n'a pas le droit de comprendre la violence de personnes qui sont dans la détresse. Donc moi ma question c'est comment on fait aujourd'hui à expliquer aux gens que l'usage de la violence en termes de révolution est légitime. Et moi, il y a autour de cette question-là que je voudrais un peu avoir ton analyse derrière. Et la deuxième question, c'est, tu dis que Ben Saïd, justement, a une vision un peu critique de ce truc-là de déterminisme historique, ou un peu une vision historicisme, enfin anti-historicisme de la vision un peu très classique marxiste. Et il y a un autre courant d'idées qui a beaucoup analysé ce genre de choses, c'est le postmodernisme. Et je sais que notamment dans l'académie, au niveau universitaire, etc., il y a un grand combat entre le postmodernisme et un certain courant marxiste. Et moi, du coup, la question, c'est est-ce que tu sais si Ben Saïd avait des légères affinités avec le postmodernisme ou est-ce que, comme beaucoup de ses pairs, il le rejetait complètement et si, pour quelles raisons ? Et voilà, pour savoir s'il avait un ancrage quand même dans le postmodernisme, qu'il la rejetait ou pas. Voilà. Ah, il les détestait. Il les détestait. Non, mais d'un certain point de vue, il est même plus léniniste que moi, Daniel. Il était très là-dessus, très hyper classique. Mais bon, non, donc il y a vraiment un combat contre tous ces courants postmodernistes. Non, sur la question de la violence, je trouve que c'est une discussion de plus en plus compliquée. De plus en plus compliquée, parce que bon, c'est évident qu'on ne peut pas penser l'affrontement, on ne peut pas penser que la bourgeoisie va se laisser déposséder de son pouvoir pacifiquement. Donc ça, c'est tout à fait clair. Bon. La question, c'est comment on organise le fait d'être vainqueur dans l'affrontement. Parce que, une fois qu'on a dit il faut être violent, c'est comment on organise le fait d'être vainqueur dans l'affrontement. Et si vous voulez, moi par exemple, Daniel, j'ai milité avec lui quand dans la Ligue, on faisait une activité au sein des casernes. Hein. On organisait des comités de soldats dans les années 70. On a fait ça. Et on a organisé, je ne sais pas, jusqu'à une caserne sur deux où on avait réussi à avoir des noyaux. Bon, voilà. Et donc, on pouvait se dire, dans l'affrontement, le fait qu'on ait réussi à construire dans les casernes
des noyaux de soldats qui vont refuser de tirer sur les travailleurs, dans l'affrontement, on peut changer le rapport de force, quoi, hein. Bon. Bah oui, parce qu'à un moment, la question de la violence, c'est pas une question. Comment dire, c'est pas une question est-ce qu'on donne un coup de poing à un flic ou pas. La question de la violence, c'est dans l'affrontement, comment on gagne. C'est ça la question de la violence. C'est est-ce qu'on peut gagner sans violence? Et quand il y a besoin de la violence, comment on gagne? Donc, le reste, c'est moral, je sais pas comment dire. Voilà. Bon. Et de ce point de vue-là, je crois que on est dans une situation beaucoup plus compliquée qu'au cours du XXe siècle. Beaucoup plus compliquée. Parce que, si vous voulez, quand on prend l'affrontement tel qu'il se passait au moment de la Commune de Paris, les armes qu'avaient les communards et les Versaillais sont similaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont les mêmes fusils, ils ont des canons plus ou moins, enfin voilà, ils ont des armes similaires. Bon. Au moment de la Révolution russe, c'est pas loin d'être la même chose. Bon, grâce au fait que les soldats basculent, etc. C'est déjà un petit peu plus compliqué au moment de la Révolution d'Espagne. Hein, parce qu'au moment de la Révolution espagnole, il y a les bombardements, enfin bon, vous connaissez. Bon. Et quand on voit ce qui s'est passé au moment de la Révolution vietnamienne, bon, s'il n'y avait pas eu derrière les révolutionnaires vietnamiens de manière limitée l'Union soviétique et d'une autre manière limitée la Chine, mais quand même, comme c'était la guerre froide, jusqu'où l'armée américaine pouvait ne pas aller. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que l'armée américaine pouvait aller encore plus loin dans la destruction du Vietnam? Et c'était quand même lié à l'existence de l'Union soviétique et de la Chine. On n'est plus du tout dans une situation comme ça. On n'est plus du tout dans une situation comme ça. On est dans une situation où, comment dire, les questions militaires sont des questions dans lesquelles le pouvoir bourgeois a des armes qui ne nécessitent pas des centaines de milliers de personnes pour les faire agir. Hein. Par exemple, il y a plusieurs centaines de dirigeants du PKK qui ont été tués par des drones en Turquie. Hein. C'est-à-dire que dans leur petit village, ils ont été tués par des drones. Et c'est les drones turcs, ce n'est pas les drones hyper sophistiqués des États-Unis. C'est des drones de basse intensité, quoi. Hein. Bon. Et donc, bon, je pense que utiliser des missiles, des bombes, enfin, ça ne nécessite pas un pouvoir même extrêmement restreint socialement à ces moyens-là. Bon. Et donc, ce que je crois dans ces affaires de violence, c'est que ce qui est déterminant, c'est le rapport de force politique. C'est-à-dire que ce qui a toujours été le cas, hein, à un certain niveau, tu fais que les gens ils se battent de ton côté parce qu'ils sont persuadés que ce qu'ils font est plus justifié que ceux contre lesquels ils se battent, donc, et qui défendent ce qu'ils ont construit et ce qu'ils ont conquis. Donc, je pense que la violence, elle est liée à comment nous on construit une autre perspective sociale, une autre légitimité sociale, comment on la défend, et fondamentalement, je pense que l'essentiel est politique aujourd'hui. Voilà, je pense que l'essentiel est politique. On peut pas dire que des milices prolétariennes peuvent vaincre une armée bourgeoise moderne. Hein, je veux dire, en tous les cas, la France, c'est clair. Je peux vous dire que le potentiel militaire de l'armée française, ses interventions dans la moitié de l'Afrique, la capacité militaire qu'elle a, ce n'est pas des milices prolétariennes qui vont vaincre ça. Et donc, il y a là une bataille politique. Une bataille politique. Donc, la violence, je pense qu'il faut la traiter comme ça, nous. C'est-à-dire qu'on a droit à manifester, on a le droit à autogérer, ils n'ont pas à nous attaquer, mais nous, on a intérêt à penser l'affrontement comme principalement une question politique et pas une question militaire. Et d'ailleurs, dans les manifs, c'est le même problème. Mais c'est à une toute autre échelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à ton interrogation, mais je ne sais pas comment on peut y répondre autrement, aujourd'hui.
Bah, merci beaucoup. Alors, j'ai encore une autre question sur YouTube de Esti Bingeli qui nous demande, alors merci, cette conférence et cette discussion m'apportent beaucoup de clés de lecture pour la situation actuelle en Colombie. Et il suit avec une question où il dit avez-vous suivi la grève générale qui s'y passe depuis maintenant 20 jours et avez-vous une analyse bensaïdienne à ce propos? Non, non, malheureusement. Non, non, malheureusement. Je n'ai pas pu suivre ça. J'étais accaparé par mon travail sur la commune, là, ces derniers temps. Je viens de finir et je n'ai pas eu le temps. Non, j'ai lu 3 articles, mais franchement, ce ne serait pas raisonnable de répondre à cette question. Ce serait malhonnête. D'accord, pas de souci. Bon. On enchaîne directement avec une autre question qui est directement sur YouTube, qui revient avec ce qu'on vient de dire par rapport au concept de violence. Donc, il faut donc séparer le concept de usage de force systématique libératrice du concept de violence agressante et coercitive du système capitaliste? Oui, c'est-à-dire que nous on n'a pas, comment dire, notre objectif n'est pas la violence. Notre objectif, c'est de prendre le pouvoir. Hein. Notre objectif, c'est de prendre le pouvoir et que, une fois qu'on a détruit l'appareil d'État bourgeois, on construise une société démocratique. C'est ça notre objectif. Bon. Et donc, on a intérêt à tout faire pour construire ça. Donc, en soi, ce n'est pas la violence. En soi, c'est la construction d'une autre société. Mais il faut être conscient que les autres attaqueront. Mais il faut que ce soit les autres qui attaquent. Et qu'à partir du moment où l'affrontement se passe, à ce moment-là, de ne pas laisser passer une seule opportunité. Hein. Il y a dans les textes de Marx et de Lénine tout un truc sur quand on engage un affrontement, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où on gagne. Faut pas faire les affrontements à moitié parce que l'adversaire, il sait toujours que tant qu'il garde le pouvoir et son rapport de force, il l'utilisera. Donc voilà, la commune, ils ont eu tort, quand ils ont pris les canons, de ne pas aller à Versailles. Ils auraient balayé l'armée versaillaise dans les 3 premiers jours. Voilà. Mais un mois après, ils ne pouvaient plus la balayer. Le rapport de force avait changé. La faille qui existait à ce moment-là, elle s'était refermée. Bon. Et donc, la question de la violence, c'est ça. On veut dire, on n'est pas des pays où on va créer une armée de libération clandestine. Enfin, bon, donc on est des pays dans lesquels on va chercher à construire une autre légitimité et il y aura un affrontement autour de cette légitimité. Et dans cet affrontement, il faut avoir le rapport de force politique. Il faut qu'ils n'aient pas les moyens d'utiliser leur appareil répressif ou le moins possible. Et nous, quand on décide d'aller à l'affrontement, il faut aller jusqu'au bout. Mais il faut avoir le rapport de force. Et le rapport de force, comme je disais précédemment, il est principalement politique, aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, l'armée, quand on regarde la révolution tunisienne, c'est tout à fait clair. La révolution tunisienne, elle s'est produite parce que l'armée a été complètement immobilisée par la révolution, alors qu'ils avaient les moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'a fait le pouvoir syrien. Parce que le pouvoir syrien, il est assis sur la minorité alaouite de la population, qui est séparée du reste. Bon. Ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Et le rapport de force politique en Tunisie a empêché l'armée d'écraser la révolution. Ce qui n'a pas été le cas en Syrie. Merci beaucoup. On arrive progressivement à la fin de cette conférence. Je ne vois pas d'autres questions qui ont été posées. Non, j'en vois pas d'autres. Donc, je propose que si Patrick, tu veux encore dire quelque chose avant qu'on termine cette conférence. Est-ce que tu as encore envie de dire un petit mot? Bon, écoutez, non, je vous remercie infiniment de votre attention et de vos questions, de vos questionnements. C'était très intéressant. Du coup, un grand merci encore à toi au nom de… excusez-moi, Juan qui… Non, c'est seulement une chose, Patrick, tu nous avais dit, avant de nous quitter, et de remercier, je trouvais passionnant, je répète, mais tu nous avais dit que tu nous proposerais 2-3 lectures. Ah oui. Voilà, merci. Alors, je vous conseille, en fait, ceux qui veulent aller plus loin. Donc, il y a les livres que je vous ai donnés.
Il y a un livre plus récent qui est Éloge de la politique profane, qui est un livre de 2008. Mais alors, dans les articles, je vous conseille 3 articles, enfin ceux qui veulent vraiment s'intéresser. Il y a un article sur le site Daniel Ben Saïd. C'est un article de 86 qui donne vraiment les conceptions. C'est comment dirais-je, un bulletin intérieur de débat de la LCR qui cadre les évolutions à faire pour la LCR, donc qui est assez intéressant. C'est Contribution à un débat nécessaire sur la situation politique et notre projet 86, vous le trouverez. C'est un très bon article. Et il y a 2 articles récents que je trouve vraiment passionnants. Le premier, c'est Moment utopique et refondation stratégique. Moment utopique et refondation stratégique. Et le deuxième, c'est Désir ou besoin de révolution, qui répond en partie à des questions qui ont été posées ce soir légitimement. Qui sont vraiment 2 articles récents, les plus récents que je trouve vraiment passionnants, avec le bouquin Éloge de la politique profane. Merci beaucoup. Voilà. Merci énormément. Au nom de tout Solidarité de la Jeunesse Solidaire, merci beaucoup Patrick de ton intervention. Un très très grand merci parce que je pense que cette formation a été très cool en termes de contenu et extrêmement complet. Donc un grand merci encore une fois à toi. Et merci à toutes les personnes qui étaient là sur YouTube et sur Zoom et évidemment les personnes qui verront ou qui reverront cette formation en différé sur Facebook, sur YouTube et sur nos différentes pages. Avant de terminer, j'aimerais faire quelques petites précisions par rapport à plusieurs choses, notamment aux différentes initiatives que Solidarité et la Jeunesse Solidaire sont en train de récolter et qu'on vous pousse vraiment à signer et à faire signer. On a notamment l'initiative 1000 emplois qui permet la création d'emplois sociaux et écologiques pour la réduction d'une durée de travail. Donc, première initiative. La deuxième, c'est l'initiative de Active Trafic, donc climat urbain, qui permettrait en fait de promouvoir la mobilité douce et les transports publics. Donc, deuxième initiative à faire signer à fond. Et la dernière, c'est sur la dégradation des conditions de travail des vendeuses et des vendeurs, qui est liée en fait aux ouvertures de commerce tous les samedis jusqu'à 19h et qui vont considérablement dégrader les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses, qui est extrêmement importante. Donc, allez sur le site de Solidarité ou Ensemble à gauche, envoyez-nous un mail ou directement passez au local de Solidarité pour récolter ces initiatives qui sont extrêmement importantes. Et faites-les signer autour de vous. Ensuite, n'oubliez pas que vendredi, donc ce vendredi 21, il y a la grève pour l'avenir, en tout cas à Genève, il y a tout le programme sur les différents réseaux sociaux de la grève du climat. Il y a tout un programme, il est génial, c'est ultra bien. Allez voir, c'est vraiment topissime, ça va être une grande journée de mobilisation. Ensuite, n'oubliez pas du coup de venir nous suivre, Solidarité et la Jeunesse Solidaire, sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram, que vous pouvez directement trouver en tapant sur les différents réseaux sociaux. Et à la fin, on vous renvoie au 8 juin pour la prochaine formation qui traitera, donc le 8 juin, donc évidemment 8 juin féminisme, donc perspective féminisme après Covid, avec notre camarade Julia Camara, qui est une membre de Anticapitalista et membre de la grève féministe. Voilà, un grand merci encore à toutes et à tous. Merci encore Patrick et que la lutte continue. Juan, tu peux mettre le nom des artistes?